d'approuver le procès verbal du Conseil communautaire du 15 novembre. Je vais donner la parole à Francis Motte, le maire de Chigean, vice-président, qui nous accueille et qui a eu cette délicate attention d'offrir une rose à toutes les dames qui ont pu être présentes ce soir, n'ont pas été touchées par cette bombe grippale. Merci, Monsieur le Président. Je pensais que la représentation féminine n'étant pas au niveau de ce que l'on pourrait espérer, et c'est vrai d'ailleurs, et malgré les ronchons de certains élus masculins qui n'ont pas eu leur petite rose, je pense quand même que l'élément féminin qui représente les différentes communes au sein de l'agglo a sa part de responsabilité, sa part de travail. Et aujourd'hui, c'est un moyen aussi pour reconnaître tout ce travail et toute la sympathie aussi que nous avons pour la gente féminine qui finalement adoucit les débats. Voilà. Donc on peut approuver le procès verbal du Conseil communautaire du 15 novembre 2018. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations, Madame M. Linares? Pas de questions, des observations, donc je considère qu'il est approuvé à l'unanimité. Et on a donc approuvé aussi les communications et les décisions que j'étais amené à prendre pendant le mois de janvier et février. Je reviens. Monsieur Gervais, à propos des décisions, je voudrais faire deux observations, notamment sur la décision de date du 18 décembre 2018 qui a trait aux réductions des pollutions dispersées, sur laquelle vous avez pris une décision de financement d'un programme particulier que nous approuvons évidemment. Mais je voudrais signaler deux choses. Il y a quelques jours de cela, l'inspection du travail a contrôlé et verbalisé plusieurs chantiers du bâtiment externe. Le livre en a fait état, il y a eu une série d'infractions qui ont été relevées sur le code du travail, etc., travail illégal, etc. Mais mon propos n'est pas celui-là, c'est que parmi les infractions qui ont été constatées figurent des lieux d'essence, des WC, des douches non reliées à des réseaux. Aucune information n'est donnée sur comment ou pas sont évacués ces eaux usées. Sur de gros chantiers, je voudrais quand même souligner que sur des gros chantiers qui durent plusieurs mois, parfois plus que ça, un, 2 ans, etc., cela pose un problème. Pas seulement là où il y a eu constatation par les sections du travail, mais sur l'ensemble des communes du territoire. Si ça se passe partout comme ça, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui devrait être, en tout cas, abordé pour savoir comment on règle et on traite ce problème. Parce que sinon, ça veut dire qu'au bout du bout, tout ça part au canal, etc. Deuxième exemple, c'est l'évolution que nous constatons sur les ports de plaisance. C'est le cas en particulier pour les grands ports, celui de Cayenne et celui du Mont Saint-Louis, qui sont des ports gérés donc par la région. Ces ports deviennent aujourd'hui, et c'est les services de la région qui le connaissent d'ailleurs, deviennent aujourd'hui des lieux d'habitat permanent ou temporaire. Voilà. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment ils sont évacués ou pas les eaux grises, puisque là, nous avons maintenant des bateaux qui sont occupés comme un appartement, de la même manière. Dans le canal, vraisemblablement pour les bateaux qui ne sont pas équipés, et même équipés, ceux qui sont équipés, comment ils évacuent ces eaux grises. Voilà. Alors le problème, ce n'est pas nouveau, on le connaît. On connaît ce phénomène depuis de longues années avec les pénichettes qui, du canal Saint-Europe au canal du Midi, traversent les temps de tour, ce qui représente plusieurs milliers de rotations où ce problème-là a été posé. La question a été soulevée de mettre en place des stations de récupération des eaux grises et en même temps d'assurer une réglementation et un contrôle
donc, sur ces bateaux. Mais là, en l'occurrence, par rapport à ce phénomène qui se développe dans les ports de plaisance, rien n'est prévu. Alors, je pense que, tenant compte de la décision qui a été prise sur la recherche de la réduction de pollution dispersée, on est tout à fait dans le cadre donc, de ce que je viens d'évoquer au niveau de ces deux îles-là. Je suis parti à un autre, mais en fait, ceux-là, ils sont quand même en restaurant. En tout cas, pour les grands ports qui sont gérés par la région, il y a peut-être intérêt à se rapprocher de la région pour savoir s'ils ont appréhendé le problème. À ma connaissance, à ce jour, ils ne l'ont pas fait. Et comment on le règle? Mais il y a aussi les autres ports de plaisance que nous avons sur le territoire de l'Aglo qui sont gérés par d'autres collectivités ou d'autres structures où le problème doit être posé. Parce que ce phénomène-là, il est connu partout, mais terrain, il est devenu prégnant, en particulier sur notre territoire. Je sais que la région a été contrainte, d'ailleurs, de prendre des dispositions réglementaires en ce qui concerne les locations et les sous-locations de bateaux qui servent de lieu d'habitat, mais le problème de l'assainissement n'a pas été résolu et traité. Voilà. Alors, je voulais soulever ce problème parce que je crois que ça mérite qu'on s'y intéresse et qu'on fasse ce qu'il faut, puisque ça relève quand même de notre compétence. Oui. Voilà. Merci de cette intervention. Effectivement, les problèmes des chantiers, les toilettes de chantier, il y a des obligations. Et il y a des règles qui s'imposent aux entrepreneurs, soit avoir des toilettes branchées sur les réseaux d'assainissement, soit avec des réserves qui sont vidangées régulièrement par le système de pompage, soit des toilettes sèches comme on peut installer lors de certaines manifestations culturelles, ici ou là. Il y a des obligations. Si les gens sont contrevenants, les entrepreneurs sont contrevenants, bien évidemment, il faut qu'ils soient sanctionnés et pénalisés. Concernant les usages dans les ports de plaisance, effectivement, moi, il y a un an à peu près, j'ai sensibilisé le président de Port Sud de France, Jean-Claude Guessot, sur le développement de plus en plus important de location de bateaux sous forme de Airbnb pendant les périodes estivales. Et je lui ai demandé de vérifier si effectivement ces bateaux étaient équipés de cuves pour les eaux vides, parce que là aussi il y a des obligations. La seule chose que l'on puisse regretter, c'est qu'à un certain moment, il y a eu quelques oppositions qui ont empêché de prendre la compétence de la gestion des ports de plaisance au niveau du territoire de la communauté d'agglomération, parce que je pense qu'effectivement, c'est une compétence d'assainissement, mais qui est en rapport avec la gestion des ports de plaisance. Et je crois que là, on a loupé une bonne occasion de pouvoir intervenir de façon beaucoup plus ferme. Ceci étant, moi, je vais resensibiliser quand même le président de Port Sud de France lors que je vois la semaine prochaine sur ce plan-là. Il faudrait remonter les décisions qui auront été prises concernant les nouveaux chantiers d'aménagement, et je pense notamment à la ZAC de l'entrée Est, partie nord de la ville de Sète. L'aménageur, le groupement d'aménageurs qui a été désigné, s'est engagé justement à prendre en charge les aménagements portuaires pour que justement tous les plaisanciers puissent avoir accès au système de traitement d'assainissement collectif. Donc effectivement, je crois qu'il faut être particulièrement vigilant, enfin que la nécessité de ce travail fasse son job, c'est normal, et ses contrôles, j'estime que c'est tout à fait légitime. Et je pense qu'on a effectivement d'exiger des entrepreneurs et des entreprises qui interviennent sur notre territoire d'être particulièrement respectueux de la qualité de notre environnement. On l'a vu récemment, à Metz, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais il y a eu une situation qui est totalement inacceptable, une situation qui durait quand même, pas depuis un an, pas depuis la loi Chimapine, depuis 90 ans peut-être, je ne sais pas à quelle époque elle était cette usine, mais rien n'avait été fait jusqu'à maintenant. Alors à un certain moment, il y a un entrepreneur qui va vidanger les cuves qui étaient pleines de produits particulièrement polluants, et la meilleure chose à faire et qui est trouvée, c'est de les verser dans le temps.
totalement inacceptable. Naturellement, il y a une action de justice qui va être menée et les suites vous seront bien évidemment communiquées. Donc, pour dire qu'on est particulièrement vigilant, et je tiens à remercier d'ailleurs les services du pôle haut de l'AGLO qui ont su intervenir, qui ont su prendre les mesures les plus rapides possibles, dans les conditions, même si 2 heures ça peut paraître trop long, mais effectivement, je crois qu'on a des progrès à faire encore dans ce domaine, mais les moyens, c'est ce que l'on met. Là, grâce à deux décisions justement qui nous sont soumises à approbation, justement pour aller dans le cadre de la gestion de ces épisodes de crise auxquels nous sommes confrontés régulièrement dans les ruisseaux, dans les communes qui sont sur l'ensemble du bassin versant de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces décisions? Je ne vois pas, donc on peut considérer qu'elles sont approuvées à l'unanimité et on peut aborder l'ordre du jour avec la question numéro 1 qui concerne la motion de défense de la langue et de la culture occitane dans les médias régionaux. Effectivement, je vous propose de procéder au vote de la présente motion pour l'Assemblée délibérante afin de soutenir la promotion de la langue et de la culture occitane dans les médias régionaux. Nous, élus de cette agropole Méditerranée, souhaitons attirer l'attention du gouvernement sur les légitimes revendications exprimées par le collectif occitan, lesquelles visent essentiellement à obtenir de la réforme de l'audiovisuel la présence quotidienne de l'occitan à la télévision publique et régionale et plus d'égalité dans le traitement des langues régionales par France 3. Ainsi est-il demandé que cette égalité s'applique aux radios locales du service public, celles du réseau France Bleu et antennes affiliées, de même que France 3 devienne une véritable télévision de pays, soit une chaîne régionale à vocation généraliste, en mesure de maintenir et de développer ces rédactions locales. La présence des langues régionales sur les ondes de l'audiovisuel du service public apparaît essentielle pour maintenir l'identité de nos territoires. Dans le cas particulier de l'Occitan, France 3 et France Bleu Occitanie, en assurant une présence régulière, voire quotidienne de l'Occitan, occuperait une véritable position de médias de pays. Le renforcement de l'offre de proximité de France Télévisions et Radio France doit être l'un des axes centraux de la réforme de l'audiovisuel public en cours. Nous appelons ainsi à l'inscription législative d'actions pour valoriser à travers un service public audiovisuel de proximité des langues régionales dont la langue et la culture occitane. Il est donc proposé d'approuver les termes de cette motion. Est-ce qu'il y a des remarques ou des oppositions? Par l'ensemble des conseils communautaires et municipaux. Donc, on va passer au vote qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Le point 2, là je vais passer la parole à Gérard Canoise qui va nous faire le point sur les attributions de compensation définitive pour 2018 et les attributions de compensation provisoire pour 2019. Oui, merci Président. Donc, conformément aux dispositions du Code général des impôts, la commission locale d'évaluation des charges transférées de cette agropole Méditerranée a pour mission d'une part de procéder à l'évaluation du montant des charges financières transférées à l'EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci, et d'autre part de quelques attributions de compensation versées par l'EPCI à chacune de ses communes membres. Donc, il revient dans la tête de garantir l'équité de traitement et la transparence des méthodes d'évaluation des charges transférées. Elle propose donc une méthodologie d'évaluation et veille à son application effective à chaque transfert. C'est ainsi que l'APN s'est réunie le 29 novembre 2018 pour examiner les transferts de charges intervenus sur l'exercice 2018 et ayant vocation à intervenir sur l'exercice 2019 avec leurs incidences respectives sur les attributions de compensation versées aux communes ainsi que vous l'avez dans le tableau qui suit. Je vous épargne la lecture de ce tableau, vous l'avez donc devant les yeux. Donc, il s'agit bien sûr du détail des évaluations qui figurent dans le rapport de la plainte, donc qui est joint dans l'annexe. Donc, il nous est proposé
de fixer comme suit les montants des attributions de compensation, qui figurent dans le tableau, je veux dire, de notifier aux communes membres les montants définitifs des attributions de compensation pour l'année 2018 et les montants prévisionnels de compensation pour l'année 2019, d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document s'y rapportant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions? Ok. Tout le monde a bien été au courant des participants à la quête. Donc, Francis, c'est pour les questions, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Un vote contre, M. Maïda. Contre ou abstention? Contre. Alors, un vote contre, M. Maïda. Question numéro 3. C'est la déclinaison du PDA des agents de cette agropole Méditerranée. En fait, c'est la pérennisation des mesures financières incitatives à la mobilité durable engagées dans un plan de déplacement d'administration. Cette agropole Méditerranée souhaite pérenniser au regard de leur succès les actions proposées en 2017 et 2018 permettant à l'ensemble des agents de l'EPCI de mieux gérer leur déplacement et le faire de manière plus éco-responsable. Il est ainsi proposé de maintenir pour l'avenir les deux mesures d'incitation financière supplémentaire, l'utilisation de transport collectif et à l'usage du vélo, et les de mobilité. Par conséquent, je vous demanderai de valider le maintien de l'incitation financière supplémentaire à l'utilisation des transports collectifs et du vélo pour les agents de cette agropole Méditerranée dans le cadre de leur déplacement au domicile du travail, de valider le maintien d'une indemnité kilométrique vélo, de valider le maintien de l'indemnité de mobilité, d'approuver les règlements d'attribution si annexés concernant ces trois mesures et d'approuver les critères et montants tels que présentés ici avant, et de dire que les crédits sont inscrits aux différents budgets de l'EPCI. Est-ce que vous avez besoin de précision? Mais c'est lui qui va être avec vous. Ah, c'est un fait. Donc, pas de questions. Si le vote ne peut pas apporter de précision, on peut dire. Donc, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Le point 4, c'est le déplacement professionnel du personnel. Alors là, c'est le renouvellement de la dérogation de l'indemnité de nuitée en région parisienne. En fait, il convient de renouveler la disposition mise en vigueur depuis 2017, s'agissant de l'indemnité aux frais d'hébergement sur la région parisienne. Ils nous ont proposé de renouveler la fixation du montant dérogatoire fixé à 90 € au plus de l'indemnité de nuitée en région parisienne, selon les modalités si avant définies. J'attendais le obligé de le voter parce que selon les tarifs d'une nuitée parisienne n'est pas même que celle de Martial, même sur le bateau Mazantique qui Est-ce qu'il y a des remarques ou des précisions demandées? Je n'en vois pas, donc passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Le point 5, c'est la mise à disposition d'agents de cette agropole Méditerranée. Donc pareil, on poursuit 6 mises à disposition de fonctionnaires territoriaux, que ce soit pour la scène nationale, l'Agence pour la biodiversité, la MNI, la ville de Frontian et Marseillan, et acté 2 nouvelles mises à disposition d'agents MNI et ville de 7, toutes donnant lieu à remboursement bien évidemment intégral des rémunérations et charges afférentes aux emplois concernés dans les conditions précisées par convention. Vous avez besoin de précisions? Ah oui, on est en train on nous a mis sur table la convention 2019 de la FDI parce qu'il y avait une petite erreur de frappe, on va dire, de pied-collier. Pas de questions? Sur l'observation, passeport qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. 6, c'est la modification du tableau des emplois. Donc là, comme d'habitude, dans le cadre de l'adaptation de l'organisation des services, il convient de mettre à jour et faire évoluer le tableau des emplois effectifs de la collectivité. Il s'agit donc de créer 7 postes au budget principal M14 et un poste au budget transport M43,
selon le détail de la délibération que vous avez bien évidemment sous les yeux. Si vous avez de questions, n'hésitez pas. Moi, c'est l'instant, je n'en vois pas, on passe au vote qui s'abstient, vote contre, et l'unanimité. Question numéro 7, programmation de fonds de concours aux communes 2017-2020. Cette attribution de fonds de concours considérant la politique d'accompagnement des projets d'équipement des communes. Il convient de rappeler que la pratique des fonds de concours prévus à l'article 52.16.5.6 du Code général des collectivités territoriales est modifié par l'article 186 du 2004-809 du 13 août 2004 prévoit que les fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI et la fiscalité propre et ses communes membres. Depuis 2006, les fonds de concours sont portés en subvention d'équipement et s'imputent directement en section d'investissement. Adoptant ce principe d'aide aux communes, cette agro-unitaire conduit sa politique d'accompagnement financier afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement de l'équipement d'intérêt commun et structurant des communes. Au vu des demandes des fonds de concours sollicitées à ce jour, une nouvelle programmation de fonds de concours est proposée pour les projets de la commune de Villeveyrac, tels que l'aménagement d'une voie de circulation cyclable et piétonnière entre la route de Montagnac et la rue des Oliviers, l'aménagement sécurisé de la route de Metz et celle de Loupian et la construction d'un city park. Par conséquent, au fait de la programmation des fonds de concours de février 2019, il vous est proposé d'approuver la modification suivante pour l'aménagement de la voie de circulation cyclable montant d'investissement 87 654 €, un fonds de concours de 17 530,80 €. Pour l'aménagement sécurisé de la route de Metz et la route de Loupian, sur un investissement de 159 365,40 €, un fonds de concours de 31 873,08 €. Et pour la construction d'un city park, un investissement de 63 000 €, 499,99 centimes d'euros, un fonds de concours de 9 725, ce qui fait un total de 58 €88. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Donc on peut continuer, donc vous pouvez attaquer les travaux. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Je vais repasser la parole à Gérard Canoise qui va vous présenter deux questions qui peut-être pourront être votées en même temps, puisque c'est à peu près les mêmes, la 8 et la 9. Oui, donc les deux délibérations que je vais vous présenter sont exactement les mêmes, mais il y en a une pour la ville de Marseillan et l'autre pour la ville de Poussan. Il s'agit du contrat de mixité sociale, donc la numéro 8, pour la commune de Marseillan, d'autorisation de signature. La commune de Marseillan est soumise aux dispositions de l'article 57 de la loi SMU, modifiée par la loi dite du flot. Elle doit à ce titre disposer de 25% de logements locatifs sociaux. À ce jour, elle ne dispose pas du taux requis par la loi et fait l'objet d'obligations de rattrapage mises en place par période triennale. Pour la période 2014-2016, l'objectif de production était de 200 logements avec un minimum de 23% de PLAI ou assimilés. Le bilan triennal fait état d'un taux d'atteinte de 3,50% de l'objectif quantitatif avec 7 logements locatifs sociaux créés, dont 37,50% de PLAI. L'arrêté préfectoral numéro 2018-03-092-78 du 16 avril 2018 a prononcé la mise en carence de la commune avec un taux de majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune fixé à 200%. Au 1er janvier 2017, la commune comptabilise 311 logements sociaux, soit un taux d'équipement de 7,51%. Le nombre de logements sociaux manquants pour atteindre le taux réglementaire de 25% s'évalue à cette date à 722. Compte tenu de ce constat, mais aussi des contraintes que connaît son territoire, la commune de Marseillan a accepté d'élaborer un contrat de mixité sociale en partenariat avec cette agropole Méditerranée et l'État, permettant de mieux apprécier la réalité des difficultés rencontrées, de mesurer l'importance de la politique de rattrapage conduite par la municipalité et la pertinence des actions engagées pour atteindre au mieux les objectifs de rattrapage et de mixité sociale attendus. Couvrant les deux périodes triennales 2017-2019 et 2020-2022, le CNS, c'est-à-dire le contrat de mixité sociale, précise les moyens que la commune entend utiliser, et notamment la liste des outils et des actions à déployer sur les différents volets mobilisés: foncier,
urbanisme réglementaire, urbanisme opérationnel, programmation de logement. Le contrat de mixité constitue aussi le cadre d'expression du partenariat entre la commune de Marseillan, l'État et cette agropole Méditerranée, délégataire des aides à la pierre pour atteindre les objectifs réglementaires de production de logement social. Par conséquent, il est proposé au bureau communautaire d'adopter les termes des contrats de mixité de la commune de Marseillan que vous avez annexés à la présente délibération, d'autoriser le président ou son représentant à signer des contrats de mixité pour la commune de Marseillan. Merci. Des questions? Précision de la commune de Marseillan. La chef de convaincre. Je ne vois pas, donc on va passer au vote. On s'abstient, vote contre, adopté à l'unanimité. Question numéro 9. Donc la question suivante concerne, c'est la même délibération, mais elle est adaptée à la commune de Poussan. Donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je ne vais pas relire tout le contenu, hein, c'est exactement le même principe, hein, avec bien sûr quelques modalités et chiffres différents par rapport au nombre de logements. Donc il vous est proposé d'adopter cette délibération, d'adopter les termes du contrat de mixité de la commune de Poussan et d'autoriser le président ou son représentant à signer le contrat de mixité sociale de cette même commune. Merci. Pas de questions, c'est la même délibération, dans ce vote, même vote à l'unanimité. Question numéro 10. Alors, oui, la question numéro 10 concerne l'approbation du document cadre fixant les orientations en matière d'attribution de logements sociaux et de la convention intercommunale d'attribution et donc l'autorisation de signature. Les politiques d'attribution de logements sociaux font l'objet d'une réforme en profondeur initiée en 2014 par la loi pour l'accès à un urbanisme rénové, la fameuse loi ALUR, puis renforcée en 2017 par la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté et aujourd'hui complétée par la loi d'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, la fameuse loi ELAN. Pour répondre à cela, cette agropole Méditerranée a installé sa conférence intercommunale du logement le 5 décembre 2017 et a élaboré un document cadre fixant les orientations de la politique intercommunale des attributions, la convention intercommunale des attributions. Cette convention fixe pour chaque bailleur un engagement annuel quantifié et territorialisé, des attributions et des engagements portant sur des actions à mettre en œuvre pour tendre vers la mixité sociale. Elle constitue une feuille de route partagée qui fixe la politique communautaire d'attribution des logements sociaux. Aujourd'hui, suite à l'avis favorable donné par la conférence intercommunale du logement le 18 octobre 2018, les orientations de la convention intercommunale d'attribution doivent faire l'objet d'une approbation par l'EPCI. Au terme du processus de validation et d'approbation du document, l'EPCI adressera une demande d'agrément à M. le Préfet. Définition des publics prioritaires concernés par la convention intercommunale d'attribution et des obligations en matière d'attribution, c'est un document annexe, et les critères de priorité retenus par SAM correspondent aux critères généraux de priorité définis par les textes pour l'attribution de logement social, conformément à l'article L 441.1 du Code de la construction et de l'habitation et l'article L 441.2 et 3 du CCH, loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017. Cette agropole doit définir sa priorité 4. À l'examen des priorités locales retenues par cette agropole Méditerranée, l'on retrouve celles définies dans l'article L 441 du Code de la construction et de l'habitation et dans la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017. La CIM conclut donc que la priorité numéro 4 s'appuiera sur la liste des situations prioritaires définies par le CCH et dans le PDAN HPD 2017-2022 du département de l'Eure. C'est l'ensemble des ménages relevant de ces 4 priorités qui constitueront les publics prioritaires et qui devront représenter 25% des attributions par bailleur et par réservataire. Par ailleurs, la loi égalité et citoyenneté fixe également de nouvelles obligations en matière d'attribution hors QVP et en QPV. L'ensemble des signataires s'engage dans l'atteinte de ces objectifs. Il est convenu de retenir l'objectif réglementaire de 25% des attributions hors QPV auprès des ménages inférieurs du premier quartile
l'objectif réglementaire de 50% des attributions en QPV auprès des ménages au-dessus du premier quartile. L'objectif réglementaire de 25% des attributions prioritaires pour tous les bailleurs du territoire sur les logements non contingentés et tous les réservataires sur leur contingent de réservation. Les orientations de la Convention intercommunale d'attribution. Sur la base du diagnostic réalisé et partagé avec les élus et l'ensemble des acteurs, 15 leviers ont été identifiés qui s'articulent autour de 4 grandes orientations. Orientation 1. Agir sur les équilibres territoriaux et les équilibres de peuplement par le développement d'une offre diversifiée. 2. Garantir l'accès au logement ou le relogement des publics prioritaires. 3. Renforcer le rôle de cette agropole Méditerranée et engager une démarche partenariale de suivi et d'évaluation qui contribue à l'atteinte des objectifs d'équilibre social et territorial. 4. Mettre en place un service d'accueil, d'information et d'accompagnement des demandeurs de logements sociaux. L'implication de l'ensemble des partenaires de la CI sera déterminante dans l'atteinte des objectifs selon les priorités déterminées. Sam, chef de file de la présente convention, assurera le rôle de pilotage et d'animation des instances partenariales de la convention. En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes de la convention intercommunale d'attribution entre cette agropole Méditerranée et les différents partenaires s'y annexés et d'autoriser le président ou son représentant de vice-président délégué à la politique du logement et de l'habitat et d'accueil des gens du voyage à signer la convention intercommunale d'attribution et tout document en ce sens. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des éclaircissements? Pas de questions, c'est clair. Donc on peut passer au vote qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Question numéro 11. On va changer de registre, on va passer dans le tourisme. Je passe la parole à Hélène Rosé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, il s'agit de valider, d'approuver le budget prémitif 2019 de l'Office de tourisme intercommunal de cette archipel de Méditerranée, puisque nous sommes cette année passés en EPIC. Ce budget a été passé en comité de direction et il doit être soumis donc à l'approbation du Conseil communautaire. Ce budget s'établit comme suit. Nous avons un fonctionnement avec des dépenses et des recettes de l'ordre de 896 000 € et un investissement de l'ordre de 146 000 € en dépenses et en recettes pour un total d'1 042 000 €. À l'intérieur de ce budget, nous avons en recettes une subvention de l'agglomération qui est de l'ordre de 650 000 €. Les autres revenus, ce sont des produits de gestion courante, c'est-à-dire la taxe de séjour, de l'ordre de 220 000 €. Et puis, pour la première fois aussi, nous allons mettre en place une boutique sur l'Office du tourisme intercommunal de Metz, enfin sur le site de Metz. On aura une boutique ainsi qu'avec la Gardiole. Et donc, on a budgété des ventes à hauteur de 25 000 € pour cette première année. C'est un début. Je peux vous dire aussi que sur les budgets, on affectera un montant de 235 000 € à la promotion générale de notre territoire. Cela permettra notamment de créer des contenus multimédia. Nous allons éditer pour la première fois un journal de l'agglomération, un journal touristique de destination, cette fois-ci, sur les 14 communes. Nous réalisons aussi en ce moment un site de destination sur les 14 communes commun, ce qui fait qu'on rentrera directement sur le site avec des renvois sur toutes les communes et les propositions de chaque commune. Tout ça a été fait bien sûr en concertation avec tous les OT indépendants. Nous allons aussi réaliser cette année quelque chose qui est très intéressant pour notre territoire et qu'on n'a pas, une étude de clientèle à la fois qualitative et quantitative afin de mieux cibler nos actions de promotion et d'avoir des données fiables. On en a par le département, mais là on en aura directement chez nous. Et donc sur les retombées économiques du tourisme, le
personnel de l'Office du tourisme intercommunal est de 5 agents. Ça a été détaché donc, de 7 agricoles Méditerranée. D'autre part, nous avons ici créé un contrat à durée déterminée d'une année. Nous espérons qu'il sera reconduit, parce que la personne recrutée est très compétente. Et puis, nous recruterons également une stagiaire durant la période de 6 mois, pendant la période où on a beaucoup d'activités. Que vous dire de plus? Je pense que, et bien sûr, la contrepartie, nous remboursons à l'OT de 7 rembourse bien sûr des frais de personnel. Voilà. Enfin, nous remboursons, pardon, c'est l'inverse, c'est nous, puisque nous utilisons une partie du personnel de l'hôtel de Sèvres, notamment pour la taxe de séjour, pour tout ce qui est mis en place du site, sur les relations de presse aussi. Voilà, donc on a mutualisé les services. Merci Diane. Si vous avez des questions, des précisions. Je n'en vois pas, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Le point 12, on reste dans les manifestations à grille touristique. C'est Michel Garcia. Oui, bonsoir à tous. Donc, cette agricole Méditerranée organise des manifestations agri-touristiques sur les communes de son territoire. Ces événements sont ouverts au grand public et ils favorisent la commercialisation des produits du terroir en développant les circuits de proximité. L'achat de tickets de dégustation sera proposé au public, comme chaque année, sur le stand de cette agricole Méditerranée pour les produits viticoles. Par ailleurs, conformément aux objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement sur le recyclage des emballages alimentaires et conformément aux compétences de cette agricole Méditerranée sur la gestion des déchets et la protection de l'environnement, nous avons décidé d'intégrer un dispositif visant à réduire les emballages alimentaires sur ces manifestations. Des alternatives telles que le recours à des produits locaux, mais aussi à des emballages recyclables et à l'installation de toilettes sèches vont venir en complément des actions qui ont déjà été mises en place, telles que le tri sélectif, afin de viser un niveau d'engagement maximum frôlant le sans déchet sur les manifestations de cette agricole Méditerranée. Afin d'assurer le suivi et le respect de cette démarche, cette agricole Méditerranée s'engage à mettre en place des moyens et des méthodes d'information, d'engagement et de sensibilisation adaptés à chaque acteur de la manifestation. Cette agricole Méditerranée propose de vendre à chaque exposant, lors de leur inscription, des emballages alimentaires recyclables. Il convient donc pour cette agricole Méditerranée de fixer des tarifs, ceux pour les emballages alimentaires recyclables proposés aux exposants et en fait ceux destinés à la vente de tickets de dégustation pour le public. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire de fixer comme suit les différentes tarifications suivantes pour l'année 2019. L'emplacement des exposants sont des tentes de 3 par 3 mètres, avec matériel et électricité. Les tarifs seront, comme chaque année, divisés en plusieurs tranches en fonction de la catégorie des producteurs ou des artisans. Les producteurs labellisés Vignoble des Découvertes auront un tarif de 80 €. Producteurs non labellisés, 100 €. Artisans de bouche, 100 €. Commerçants, 180 €. Les assiettes seront vendues au prix de 4 € les 50. Les barquettes de 140 grammes, 5 € les 50. Barquettes 480 grammes, 6 € toujours les 50. Couteau, cuillère, fourchette, 3 € les 50. Le cornet, 400 grammes à 4 €. Et les tickets de dégustation enfin seront à l'unité 2 € et par 3 tickets, 5 €. Je vous demande donc d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document sur la portage. Vous avez la charte d'engagement 2019, je ne sais pas s'il y en a qui veulent. Merci Michel. Vous avez des questions, des précisions à demander? J'en vois pas, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Peut-être Michel, on va profiter de quel micro. J'arrive de Paris, non, du congrès Oui, national de Vignoble et Découvertes. Donc oui, actuellement, sous l'égide du ministère du Tourisme, il y a la création de la Fédération nationale des destinations vignobles et découvertes qui est en train de se créer. Donc on l'accompagne avec cette agricole Méditerranée par les services avec la Sandrine Saliba et moi-même en tant qu'élu. Donc on est aujourd'hui aux portes de la création de cette fédération. On a beaucoup œuvré depuis 6 mois là-dessus avec Sandrine. Et donc l'AG constitutive de cette fédération aura lieu le 9 avril à l'Assemblée nationale. Voilà, et on se positionne parce que ça avait été un peu compliqué pour moi, viticulteur languedocien, de laisser la main au Bordelais, au Bourguignon, aux
au sein de cette fédération. Donc c'est pour ça qu'avec l'aglo, on s'est mobilisé beaucoup pour cette fédération et j'étais aujourd'hui à Paris pour ça. Et d'accord, toutes nos félicitations pour ton élection à la vice-présidence de cette nouvelle instance. Pour l'instant, l'élection n'a pas encore eu lieu, mais bon, on y travaille. Le bureau provisoire devait désigner le vice-président. Donc on va passer à la question numéro 13. C'est Francis Vogt qui nous parle de taux énergie citoyenne. Taux énergie citoyenne, société coopérative d'intérêt collectif, par action simplifiée. Prise de participation de cette agropole Méditerranée. Option. Taux énergie citoyenne est une coopérative citoyenne de production d'énergie renouvelable constituée en société coopérative d'intérêt collectif par action simplifiée. Elle porte des projets citoyens de production d'énergie locale, renouvelable, et a pour but de mobiliser l'épargne de proximité à l'échelle des 14 communes du bassin de Tours. Compte tenu des engagements de cette agropole Méditerranée en cours et à venir en faveur de la transition énergétique, et notamment dans le cadre de son plan climat, air, énergie territoriale, il est proposé d'adhérer à taux énergie citoyenne par l'acquisition de 100 parts sociales, conformément aux dispositions des statuts de la coopérative pour les collectivités de plus de 52 000 habitants. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le dépôt de sa candidature de cette agropole Méditerranée aux organes dirigeants de la société coopérative d'intérêt collectif à action simplifiée, taux énergie citoyenne. D'approuver les statuts de la société coopérative d'intérêt collectif à action simplifiée, taux énergie citoyenne, c'est annexé. D'approuver la participation de cette agropole Méditerranée à la société coopérative d'intérêt collectif à action simplifiée, taux énergie citoyenne, par la prise de parts sociales à hauteur de 10 000 euros, soit 100 parts sociales pour une valeur unitaire de 100 euros. De désigner le président ou son représentant pour représenter cette agropole Méditerranée au sein de la société coopérative d'intérêt collectif à action simplifiée, taux énergie citoyenne. Merci. Il y a des questions que tout le monde est bien au courant. Oui, il en reste peut-être dans la décision. Oui, si vous me le permettez, je vais le faire avec plaisir. Et je voudrais avant cela signaler, parce que, en effet, c'est une coopérative qui a vu le jour à Frontignan. Et au départ, on était quelques élus à faire partie de la dynamique et on a pris des parts en tant que sociétaire. Et donc on a pour habitude, en conseil municipal, de s'abstenir dès que les dossiers concernant cette coopérative passent à l'ordre du jour. Donc voilà, on ne prendra pas part au vote, il y a Nathalie Claude, Kelvin Gouverner et moi-même, en tant que sociétaire, on ne prendra pas part au vote. Bien entendu, on soutient le projet. Et oui, quelques précisions, à savoir que ce sont quelques citoyens sur Frontignan, lors de la Semaine européenne de développement durable, en 2016, qui s'étaient mobilisés pour lancer une dynamique pour de la production en effet locale, à travers des fonds donc, portés par les citoyens. Que cette dynamique est partie très rapidement et des réalisations ont déjà vu le jour sur le territoire, puisqu'il y a une installation qui s'est déroulée sur la structure de la Ligue de protection des oiseaux à Villebérac, que Francis était à l'inauguration de la première d'ailleurs centrale de production au château de Stony chez un privé, et qui a un projet dans les cartons sur une école publique à Frontignan. Voilà, et peut-être qu'on peut profiter de la presse aussi pour dire que cette nouvelle dynamique vous accompagne, que chacun en allant sur le site de la coopérative peut prendre part. Et l'idée, bien sûr, c'est de tendre vers un développement sur l'ensemble du territoire pour petit à petit avoir une montée en puissance pour la production d'énergie locale. Voilà. Merci. Une chose qui me gêne, c'est qu'en bureau, tu n'avais pas parlé là, de votre situation d'actionnaire. Oui, en effet, j'avais oublié de le faire. Entre-temps, on a voté, nous, en conseil municipal, et ça a permis mon service juridique avait étudié et la situation, et donc on nous avait demandé de ne pas prendre part au vote, en effet, pour ça. Voilà. Donc nous, on ne prend pas part, on ne prend pas part au vote. Ok. Avec ces précisions, on peut donc passer au vote. Qui s'abstient, 3 abstentions, qui vote contre, il n'y a pas de vote pour. Question numéro 14. C'est l'SPL.
Cette agropole Méditerranée, lors du conseil communautaire au 29 juin 2015, a approuvé la création de la société publique locale du bassin de Thau. Les deux actionnaires sont à ce jour la ville de Sète, à hauteur de 44,45% du capital, et cette agropole à hauteur de 55,55%. Les modalités de représentation des actionnaires au sein des organes de la SPL sont les suivantes. Une assemblée générale de la SPL se composant de tous les actionnaires publics, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, soit 2 membres. Pour rappel, cette agropole Méditerranée avait désigné à cet effet M. François Comène en tant que représentant permanent au sein de l'Assemblée générale de la SPL. Par délibération 2017-011 du Conseil communautaire du 26 janvier 2017, un conseil d'administration composé de 12 membres, chacun des actionnaires disposant d'un nombre de sièges attribués respectivement en proportion du capital détenu. Les sièges, à l'heure actuelle, répartis de la manière suivante: commune de Sète, 5 sièges, c'est l'agropole Méditerranée, 7 sièges. À ce jour, les actionnaires de la société publique locale du bassin de Thau envisagent une augmentation de capital de montant de 101 000 €, destinée d'une part à améliorer la situation financière de la société en renforçant plutôt ses fonds propres, et d'autre part permettre l'entrée au capital d'un nouvel actionnaire. Il est proposé que cette augmentation de capital soit réservée d'une part à la ville de Sète, qui souscrira 100 000 € consolidables du fonds propre de la société avant la recherche de financement auprès des banques pour la réalisation de travaux programmés des parkings et renforçant aussi la trésorerie sollicitée par leurs études préalables. D'autre part, à la ville de Marcian, qui souhaite confier les SPN à Saint-Cloud, l'opération d'aménagement et de stationnement portée par la dite ville qui souscrira 1 000 €. De ce fait, la part de cette agropole Méditerranée au sein du capital de la société publique locale est susceptible de passer de 55,55% à 38,34% de celui-ci, et en raison de la règle de représentation au conseil d'administration, proportionnellement à la part du capital détenu au sein de la société, le nombre d'administrateurs attribués à cette agropole Méditerranée a vocation à évoluer de 7 à 4. Il est donc proposé de procéder dans le cadre de la présente modification statutaire et après réalisation de l'augmentation du capital à la désignation des 4 représentants de cette agropole Méditerranée au poste d'administrateur de l'SPNBT. Il est par ailleurs proposé de procéder d'ores et déjà au remplacement du représentant permanent de cette agropole Méditerranée au sein des assemblées ordinaires et extraordinaires de la SPN du bassin de Thau. Et voilà. Donc il vous est proposé d'approuver la modification pour avoir une nouvelle rédaction, d'autoriser le représentant de cette agropole Méditerranée aux assemblées générales de l'SPN à voter en faveur de l'augmentation du capital de cette dernière pour un montant de 120 000 €, de renoncer à souscrire sur l'augmentation du capital, de désigner dans le cadre de la présente modification statutaire et après réalisation de l'augmentation du capital en tant que représentant de cette agropole Méditerranée au poste d'administrateur de l'SPNBT, M. Norbert Champlain, Mme Magali Fernier, M. Henri Fricou et M. Jean-Claude Gros, et de les autoriser à accepter toute fonction dans ce cadre. De désigner d'ores et déjà en tant que représentant permanent de cette agropole Méditerranée au sein de l'Assemblée générale de l'SPNBT, M. Jean-Claude Gros, en remplacement de M. François Comène, et d'autoriser le représentant de cette agropole Méditerranée au sein de l'Assemblée générale extraordinaire de l'SPNBT à voter en faveur de la des résolutions concrétisant la modification statutaire en question dans le temps de cet effet et d'autoriser le président de son représentant à signer tout document en ce sens. Est-ce que vous avez bien compris l'intérêt de cette augmentation du capital? C'est-à-dire qu'il y a un projet de la ville de Marseille qui nécessite dans la SPNBT. Demain, il y aura peut-être la rue qui sera obligée de rentrer, peut-être le lieu, je crois que déjà une discussion pour le deuxième semestre, peut-être un billet aussi pour l'organisation des rentrées, pour pouvoir réaliser des parkings de surface. Je crois que c'est le but de cette SPL qui permet d'avoir davantage de souplesse et de permettre de s'adapter beaucoup plus facilement. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Spécial. Ah, vous votez contre? Oui. Ah, ben non, je sais pas. J'ai posé. Allez, vous regardez. Ah, 3, 4. Allez, c'est bon. 4 votes contre. Question numéro 15. C'est Francis Potter. L'élimination du syndicat des États littoraux
convention entre 7 agropole Méditerranée, la métropole Montpellier Méditerranée et la communauté d'agglomération du Pays de l'Europe. Autorisation de signature. La dissolution du syndicat mixte des États littoraux, c'est-à-dire le ciel, donne lieu à la répartition entre les membres du syndicat des résultats comptables, des restes à réaliser, de l'actif et du passif, et de la dette au 1er janvier 2019, formalisée par une convention de liquidation. Les résultats de fonctionnement et d'investissement, le solde de la trésorerie au jour de la dissolution du syndicat, seront répartis entre les 3 EPCI et reprennent leur budget primitif, selon la clé de répartition établie dans les statuts du ciel, à savoir 43,20% pour 7 agropole Méditerranée. Les biens en cours d'amortissement seront repris à leur valeur nette comptable à la date du transfert par Montpellier Méditerranée Métropole, conformément à la répartition proposée en annexe 1 de la Convention. La Convention de liquidation du ciel prendra effet à compter du 1er janvier 2019 sous réserve de l'entrée en vigueur de l'arrêté de M. le Préfet de l'État. Alors, au niveau du personnel, les agents du ciel sont repris de plein droit par les collectivités adhérentes et le cible, à savoir 2 agents pour 7 agropole Méditerranée, 2 agents par Montpellier Méditerranée Métropole, dont un partiellement financé par 7 agropole Méditerranée et la communauté d'agglomération du Pays de l'Europe. Et enfin, un agent par le cible. Par conséquent, il est proposé au bureau communautaire, au conseil communautaire, d'approuver les termes de la convention de liquidation du syndicat mixte des États littoraux, d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention s'y annexée et tout document s'y rapportant. Merci Francis. Est-ce qu'il y a des remarques, des précisions? Julien. Une remarque, bon, on avait déjà eu ce débat là dans le temps sur la volonté qui était affichée, sur laquelle on s'était opposé, donc on restera cohérent en fait avec le vote qu'on avait déjà exprimé sur donc cette dissolution. On s'abstiendra. On tient quand même à saluer le travail qui a été fait par Magali Ferrier sur la gestion du personnel et avec les services d'espace naturel de Francision pour qu'en effet et le personnel puisse continuer à œuvrer sur ce périmètre-là et qu'on puisse travailler avec les autres collectivités sur ce territoire qui reste fragile et à protéger et à bien. Donc voilà, nous abstiendrons sur la question. Merci Magali. Un commentaire particulier? Non, j'ai rien à rajouter, sauf qu'on peut se féliciter quand même que 5 agents ont été récupérés par la métropole, l'aglo et le cible, et ils sont satisfaits de leur poste de travail aujourd'hui. Merci. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 abstentions. Qui votent contre? Il n'y en a pas. D'autres votent pour. On arrive donc à la question numéro 16. C'est l'approbation de la convention de groupement de commandes pour la communauté de communes de Vallée de l'Hérault, Montpellier Métropole Méditerranée et 7 agropole Méditerranée. Diagnostic et projet de site sur les communes de l'Amour. Qui c'est qui le présente? C'est monsieur David qui veille quand même. Il écoute. Bon, il fallait surtout pas l'oublier, cette délibération, bon, elle était en fin de conseil, on a failli oublier, hein, ça serait quand même dommage. Alors les collines de l'Amour se répartissent sur 3 intercommunalités, communautés des communes de la vallée de l'Hérault, 7 agropole Méditerranée et Montpellier Méditerranée Métropole. Le territoire fait l'objet de 2 sites naturels de ville qui se juxtaposent, Montagne de l'Amour et Cos d'Omelas, site habitat, et Garrigue de l'Amour et d'Omelas, site oiseau. Les 3 intercommunalités souhaitent créer une nouvelle dynamique de gestion des collines de l'Amour en créant des connexions intercommunales sur les thématiques communes. Ainsi, le présent projet de plan d'action interterritorial composé d'un diagnostic et d'un projet de site est envisagé en groupement intercommunal, en groupement de commandes afin d'optimiser les coûts et l'organisation de l'étude.
Cette opération sera donc réalisée dans le cadre d'un programme coordonné entre les 3 co-contractants selon la planification suivante. La réalisation d'un diagnostic de projet de site en 2019 au travers d'une première convention de groupement de commandes. Un programme d'action opérationnelle en 2020 au travers d'une éventuelle seconde convention. En conséquence, la constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par la présente convention. Cet agricole méditerranéen assurera les fonctions de coordonnateur du groupement et procédera en concertation avec les membres à l'organisation de la totalité de la procédure et des opérations de sélection des titulaires. Cet agricole méditerranéen exercera ses missions de coordination à titre gratuit. Cet agricole méditerranéen sera chargé de signer et de notifier les marchés pour l'ensemble des membres. Le tableau ci-après indique le montant d'engagement maximum en taxes pour chaque membre du groupement. Alors, 123 500 € hors taxes, c'est-à-dire 51,09%. La communauté de communes de la vallée de l'Hérault, 12 500 € hors taxes, soit 27,17%. Et 3e, 10 000 € hors taxes, soit 21,74%. Le montant total maximum des marchés sur la durée totale d'exécution, tout membre confondu, est de 46 000 € hors taxes. Par conséquent, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention constitutive d'un groupement de commandes publiques entre la communauté de communes Vallée de l'Hérault, Montpellier, Méditerranée Métropole et 7 agricoles Méditerranée, c'est annexé. D'autoriser le président ou son représentant à signer le marché à venir ou tout document s'y rapportant dans la stricte limite du montant maximal fixé par chaque membre. Merci. Et vous avez des questions? Je n'en vois pas. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Vote contre. Adopté. L'unanimité. Il nous reste encore un point. C'est la date du prochain conseil communautaire. Ce sera le 21 mars à 18h. C'est à San Polano, à Marseille. Je tiens à féliciter le maire de Gégin pour la qualité de l'aménagement de cette salle. Monsieur Aragon, qu'est-ce qu'il y a? Il est rempli de martianais. Oui, il repart. Alors, je voulais quand même vous dire qu'on avait reçu, notre collectivité a reçu ces jours-ci une proposition qui me paraît très intéressante pour l'avenir. C'est l'INDRA qui a envoyé une proposition de réutilisation des eaux usées en traitant la quantité de sel qui sont rejetées par les eaux usées. Et ils ont un système qu'ils veulent mettre en place avec une société qui s'appelle Sustainable Innovation. Et donc ces recherches porteraient sur l'affinage de la salinité des eaux afin de réduire le taux de sel en sortie de traitement. Je rappelle que ça fait 4 ou 5 ans qu'on travaille avec l'Istel pour essayer d'arriver à irriguer les eaux de l'Istel à partir de la station de traitement des lagunages de Marseille. Mais compte tenu justement de ce taux de sel, jusqu'à maintenant, on n'y est pas arrivé. Donc l'INRA propose de faire une expérience grandeur nature. Le budget proposé est de l'ordre de 1,5 à 2 millions d'euros. Par contre, comme c'est un projet qui est aidé au niveau européen, c'est un procédé qui se fait par électrodialyse. Donc nous, en tant que ça, on doit participer sur les propriétaires de l'installation du lagunage. Mais il se propose de faire ce truc-là en grandeur nature, je dirais, et de financer à 100% l'installation. Donc, effectivement, il faut y aller, et on verra si ça fonctionne. Et peut-être qu'en quelques temps, on pourra bien arroser les eaux de l'Istel avec la sortie de la station d'épuration de Marseille. Voilà, c'est juste une information. Les lignes de l'Istel. Très bien, merci de cette information. Effectivement, j'ai vu ça tout à l'heure. On a un avis favorable tout de suite. Merci, bonne fin de soirée. Donc, vous pouvez aller faire quand même la Saint-Valentin. Bonne soirée. Alors, ne partez pas, il y a